Bonjour tout le monde, je suis Dr Mtibar Latifa, professeur agrégé en parasitologie, exerçant au laboratoire de parasito de l'hôpital militaire de Tunis. Et je vais vous présenter dans cette vidéo éducative le diagnostic sérologique de la toxoplasmose chez la femme enceinte. Donc, avant de commencer, je vous invite à scanner le QR code pour le recueil des données, qui vont servir pour notre article pour le CEC d'ingénierie pédagogique et numérique. Je vous invite aussi à scanner le QR code pour remplir le formulaire pré-test. Pour introduire la pathologie, il s'agit d'une zoonose cosmopolite due à un protozoaire intracellulaire obligatoire, c'est un sporozoaire appelé Toxoplasma gondii. La séroprévalence de la maladie dans la population générale tunisienne, elle varie entre 40 et 60%. Il s'agit d'une infection généralement bénigne et inapparente chez l'immunocompétent, mais qui est grave chez l'immunodéprimé et chez la femme enceinte, vu le risque de transmission vers le fœtus et donc le risque de toxoplasmose congénitale. Le parasite Toxoplasma gondii est présent sous 3 formes. La première, ce sont les tachyzoïdes. C'est la forme de multiplication rapide du parasite qui pénètre dans n'importe quel type de cellule et va entraîner les lésions observées au cours de la toxoplasmose maladie. La deuxième forme, ce sont les kystes qui sont remplis de bradyzoïdes. C'est la forme de quiescence et de dormance du parasite dans les tissus pauvres en anticorps, à savoir la rétine, les muscles et le tissu nerveux. Donc à droite, vous observez un schéma et une image microscopique d'un kyste rempli de bradyzoïdes. La troisième forme parasitaire, ce sont les zoocystes, qui est le produit du cycle sexué qui se déroule chez l'hôte définitif qui est le chat. C'est une forme de résistance et de dissémination dans le milieu extérieur. Là, sur le schéma, on observe un oocyste sporulé infestant qui contient 2 sporocystes contenant chacun 4 sporozoïdes. Et à droite, vous observez l'image microscopique de ces zoocystes sporulés. Passons maintenant à la description du cycle parasitaire. Il s'agit d'un cycle hétéroxène qui se déroule chez 2 hôtes. L'hôte définitif qui est le chat, donc definitive host, et les hôtes intermédiaires qui sont les animaux homéothermes, c'est-à-dire les animaux à sang chaud et l'être humain. Le chat va se contaminer par ingestion de kystes présents chez les rongeurs et les oiseaux parasités. Dans l'intestin du chat, les kystes vont libérer des bradyzoïdes qui donnent des tachyzoïdes qui, par reproduction sexuée, vont former des zoocystes non sporulés, puis des zoocystes sporulés libérés dans le milieu extérieur. Les hôtes intermédiaires vont se contaminer en ingérant d'oocystes présents dans le milieu extérieur, contaminant l'eau et les aliments crus, les légumes et les fruits souillés par les zoocystes, ou bien par ingestion de kystes contenant des bradyzoïdes. Ces formes seront par la suite transformées en tachyzoïdes qui disséminent dans l'organisme par voie sanguine et lymphatique, et ces formes sont responsables de la transmission materno-fœtale et donc vont entraîner la toxoplasmose congénitale. Quant au mode de contamination humaine par la toxoplasmose, premier mode, c'est l'ingestion d'oocystes dans l'eau ou bien des aliments contaminés par les déjections de chats. Deuxièmement, c'est l'ingestion de kystes remplis de bradyzoïdes dans la viande crue ou mal cuite. Troisièmement, c'est le passage transplacentaire de tachyzoïdes. Quatrièmement, c'est la transmission de kystes remplis de bradyzoïdes à travers la greffe d'organes. Cette diapo montre le risque de transmission de la toxoplasmose congénitale en fonction de l'âge gestationnel. En fait,
on a sur la diapo deux courbes qui se croisent. La première courbe en rouge, elle montre le risque de transmission de cette parasitose au cours de la grossesse. On observe que la transmission, elle augmente en fonction de l'augmentation de l'âge gestationnel. Et on a le maximum de risque de transmission à la fin du troisième trimestre. Par contre, la courbe en bleu, elle montre la gravité des lésions observées chez le fœtus au cours de la grossesse. C'est une courbe qui est décroissante, qui diminue au cours de la grossesse, et le maximum de gravité, c'est-à-dire le maximum de risque de malformation, d'avoir des malformations fœtales, est observé essentiellement dans le premier trimestre, là où se produit l'embryogenèse. En ce qui concerne le dépistage de la toxoplasmose chez la femme enceinte, il est systématique, idéalement dans le bilan prénatal, sinon lors de la première consultation au cours de la grossesse. Et c'est recommandé de le faire le plus précocement possible, donc au cours du premier trimestre. Ce dépistage, il est basé sur la sérologie, et cette sérologie doit détecter à la fois les deux isotypes IgG et IgM. Dans certains cas, qu'on va observer par la suite, on peut être amené à utiliser un autre test qui est le test d'avidité des IgG qui mesure l'affinité des anticorps IgG aux antigènes parasitaires. Afin de bien comprendre l'interprétation de la sérologie de la toxo, on doit bien assimiler et comprendre la cinétique d'évolution des anticorps au cours de la toxoplasmose évolutive. Donc vous voyez en rouge, c'est l'isotype IgM. Les IgM sont les premiers synthétisés au cours de la primo-infection toxoplasmique. Ils sont produits 7 jours après la contamination. Elles vont augmenter pendant le mois suivant, puis vont diminuer lentement, mais vont persister pendant une période variable entre les individus avant de disparaître complètement. Quant aux IgG, ils sont présentés sur la courbe en vert. Ils sont synthétisés environ une semaine après les IgM. Elles vont augmenter rapidement pour atteindre un taux maximal en 2 mois. Et la persistance de taux élevés peut durer quelques mois. Puis ensuite, ils vont diminuer et persister à un taux résiduel témoignant d'une immunité ancienne contre la toxoplasmose. En ce qui concerne la courbe en bleu, ce sont les IgA qui ont une cinétique proche de celle des IgM, mais leur recherche n'est pas systématique en matière de diagnostic du fait de leur présence inconstante. Les différents cas de figure qui peuvent être observés au cours de la grossesse, c'est IgG négatif avec des IgM négatifs, un profil négatif, soit des IgG positifs avec des IgM négatifs, soit des IgG négatifs avec des IgM positifs, soit les deux isotypes qui sont positifs. Et attention, interprétez toujours la sérologie de la toxoplasmose par rapport à l'âge gestationnel de la patiente en semaine d'aménorrhée. On va passer maintenant au premier cas de figure, c'est d'avoir des IgG négatifs avec des IgM négatifs. Donc l'interprétation, c'est absence d'immunité protectrice contre la toxoplasmose. Et là, la conduite à tenir, c'est de faire une surveillance sérologique mensuelle avec un dernier contrôle sérologique dans 15 jours à 1 mois après l'accouchement. Et ce dernier contrôle sérologique, il est dû à la courbe, si vous vous rappelez, de la courbe de transmission. On a un maximum de risque de transmission à la fin de T3 et donc on doit obligatoirement ajouter ce dernier contrôle sérologique en postpartum. En plus de ce rythme de surveillance sérologique, on doit préconiser obligatoirement les règles hygiéno-diététiques chez cette femme enceinte séronégative non protégée. À savoir, bien laver les légumes et les fruits, bien cuire la viande, éviter de manipuler la litière de chat et bien laver les mains
après avoir touché les chats. Deuxième cas de figure, c'est le fait d'avoir des IgG positifs avec des IgM négatifs. Il s'agit probablement d'une immunité ancienne contre la toxoplasmose et la conduite à tenir, c'est de faire un contrôle sérologique dans 3 semaines. Deux cas de figure peuvent être observés. Le premier, il est très fréquent, c'est d'avoir un titre d'IgG qui est stable par rapport au premier sérum. Et toujours interpréter cette stabilité des IgG en utilisant obligatoirement la même technique sérologique pour détecter les isotypes. Donc, si jamais on a des IgG qui sont stables, il s'agit d'une immunité ancienne certaine contre la toxoplasmose. Deuxième éventualité qui est plus rare, c'est d'avoir une ascension significative du titre d'IgG, c'est-à-dire un dédoublement plus que 2 à 3 fois la valeur initiale des IgG, toujours en utilisant la même technique sérologique. Donc dans ce cas, il s'agit soit d'une réactivation des kystes ou bien d'une infection récente. Le troisième cas de figure, IgG négatif avec des IgM positifs, il s'agit soit d'une séroconversion toxoplasmique ou bien des IgM naturels. Dans ce cas, on peut ajouter une autre technique sérologique pour contrôler la spécificité des IgM, telle que la technique Western blot, toxo2 IgM, et où on peut ajouter une autre technique beaucoup plus sensible et plus spécifique pour les IgG, telle que la technique Western blot en utilisant le kit toxo2 IgG. À défaut, on peut contrôler la sérologie dans 2 semaines afin d'observer la cinétique des IgG. Si les IgG apparaissent, c'est une séroconversion prouvée. Si les IgG restent toujours négatifs, il s'agit très probablement d'IgM non spécifiques et c'est préconisé de réaliser un contrôle sérologique tous les 15 jours pendant 2 mois afin de s'assurer de la négativité des IgG. Puis, on va opter pour un contrôle sérologique tous les mois et dans 15 jours à 1 mois en postpartum, comme dans le premier cas de figure qui est la femme séronégative. C'est une femme qui est non immunisée contre la toxoplasmose. Et dans ce cas de figure, on doit insister aussi sur les règles hygiéno-diététiques. En ce qui concerne le quatrième et le dernier cas de figure, c'est IgG positif avec des IgM positifs. Le problème, c'est de dater l'infection en utilisant un test appelé le test d'avidité des IgG. Ce test va mesurer l'affinité des IgG pour l'antigène parasitaire. Et ce test, il est concluant seulement lorsqu'il est élevé. C'est-à-dire, lorsqu'il est élevé, il va nous permettre de dire qu'il s'agit d'une infection toxoplasmique qui date de plus que 3 à 5 mois selon la technique utilisée. Et toujours interpréter ce test d'avidité en fonction de l'âge gestationnel de la patiente. Un indice d'avidité qui est élevé ne permet pas toujours d'exclure le risque toxoplasmique si jamais la patiente est avancée dans l'âge gestationnel. Si le test d'avidité il est intermédiaire ou faible, il est dit non concluant. C'est-à-dire, il peut s'agir soit d'une infection ancienne, soit une infection récente. Parce que certaines femmes peuvent maturer lentement la liaison antigène-anticorps malgré l'ancienneté de l'infection. Dans ce cas de figure, on doit contrôler la sérologie dans 3 semaines pour observer la cinétique des IgG. Si le titre d'IgG il est stable, il s'agit d'une infection qui date de plus que 2 à 3 mois par rapport à l'âge gestationnel de la patiente lors du prélèvement du premier sérum. Si le titre d'IgG est en augmentation, plus que 2 à 3 fois la valeur initiale, il s'agit d'une infection qui date de moins de 2 à 3 mois par rapport à la date du premier sérum. En conclusion, le sérodiagnostic chez la femme enceinte, il est complexe. Il nécessite une compréhension approfondie des différentes techniques et de la cinétique des anticorps. Idéalement, le suivi de la femme enceinte doit être réalisé dans le même laboratoire pour assurer une meilleure prise en charge. Je vous remercie pour
À la fin de cette vidéo éducative, je vous invite à scanner le QR code post-test afin de remplir le formulaire et les questions seront par la suite corrigées. Je vous invite également à scanner le QR code d'évaluation afin d'évaluer notre vidéo éducative. Merci pour votre attention.